La commune de Zouaounien, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, vit une situation d'affrontement. La mort d'un élève en est la cause. Bilan, au moins 2 morts et plusieurs blessés. La lutte contre le paludisme est à la traîne. Pourtant, cette maladie est l'une des premières causes de mortalité au monde, selon l'OMS. Bienvenue dans le 19h. Des affrontements ont éclaté ce matin à Zouaounien, dans l'ouest du pays. Ils sont survenus après la mort d'un élève en fin de semaine dernière. Il a été passé à tabac par des apprentis présumés avant de décéder des suites de ses blessures. En guise de protestation, les élèves paralysent la ville depuis lundi dernier. Lors de manifestations, une femme a trouvé la mort. Il y a eu plusieurs blessés. Des domiciles, dont celui du maire, ont été incendiés. Les cours ont été suspendus et les activités socio-économiques perturbées dans la ville. Le lauréat de la 6e édition du prix Abdoulaye Fadiga pour la promotion de la recherche économique a été désigné ce mercredi à Dakar, au siège de la BCEAO. Il se nomme Vigninou Gamadigbe. Ce Togolais enseignant-chercheur à l'unité de formation et de recherche des sciences économiques de Lomé est reparti avec un prix d'une valeur de 10 millions de francs CFA. Les étudiants aveugles et malvoyants ont désormais leur salle multimédia. C'est ici en Côte d'Ivoire. C'est un don du CROU, Centre régional des œuvres universitaires. La remise des clés s'est faite aujourd'hui. Herman Yamier. Il n'est pas rare de voir un professeur remettre un fascicule de 50-100 pages à exploiter en une semaine. L'étudiant est obligé de faire transcrire par la cellule d'encadrement qui se trouve sur la faculté, de faire transcrire tout ce manuel-là en braille. Et pour une feuille braille classique A4, il faut compter 4 feuilles braille. Donc un document de 100 pages, ça nous donne 400 feuilles braille qu'il faut transcrire en une semaine, l'exploiter en une semaine. Une bonne partie de ces difficultés peuvent être classées désormais au rang des mauvais souvenirs des étudiants aveugles de l'université de Cocody. Ils ont pour eux maintenant une salle multimédia offerte par le CROU 1, le Centre régional des œuvres universitaires. Avec ses ordinateurs portables, le box Wi-Fi et surtout cet ordinateur équipé de lecteurs d'écran, ils font un pas de géant dans l'amélioration de leurs conditions de travail. Grâce à l'outil informatique, grâce au numérique, au digital comme on le dit, grâce à la connexion que nous avons dans cette salle-là, les étudiants que nous sommes pouvons facilement accéder à la connaissance qu'on trouve aujourd'hui sur le net, dans les bibliothèques numériques. Ça ne résout pas tous nos problèmes, c'est vrai, mais c'est un grand pas en avant. Aujourd'hui, c'est une salle multimédia, mais l'État de Côte d'Ivoire ne compte pas s'arrêter là. Aux 45 étudiants que compte le MESAMSI, le mouvement estudiantin et scolaire des aveugles et malvoyants de Côte d'Ivoire, la directrice du CROU 1 a promis de créer d'autres infrastructures adaptées à leur handicap. En dehors des heures ouvrables où la bibliothèque de l'université est ouverte jusqu'à une certaine heure, il faut qu'en semaine ou bien pendant le week-end, quand ils veulent consulter un certain nombre de choses, ils aient un espace où ils peuvent le faire de façon tranquille. Et pour cela, vraiment, l'État va faire ce qu'il peut pour qu'on puisse en tout cas trouver les moyens pour ouvrir cette bibliothèque. Rappelons que le MESAMSI, le mouvement estudiantin et scolaire des aveugles et malvoyants de Côte d'Ivoire, né en 2007, compte en son sein 80 élèves en plus de 45 étudiants. Son objectif, œuvrer à l'amélioration des conditions d'études de ses membres. C'est parti pour les clubs de cuisine des établissements scolaires primaires et secondaires pour l'année 2018-2019. C'est une initiative du comité d'organisation de Trophée Côte d'Ivoire dédié à la promotion de l'art culinaire africain. Plusieurs clubs de cuisine seront en compétition dans quelques semaines. La finale est prévue le 9 janvier prochain. Nous Sangari. Du placali, du keb, de la loco, du riz au soumbara grillé, des spécialités culinaires africaines confectionnées par des élèves du primaire et du secondaire. Nous sommes au lancement des activités des clubs de cuisine des établissements scolaires pour l'année 2018-2019. Je vais vous présenter mon plat qui est du lafoué grillé. Ce plat vient plus du nord de la Côte d'Ivoire. Les retrouve plus chez les Soussous, en Guinée. Mais en Côte d'Ivoire aussi, il y a certaines ethnies qui mangent ce plat. Cette initiative est du COTROSI, Comité d'organisation de trophées de Côte d'Ivoire, une organisation non gouvernementale
qui œuvre à la promotion et à la valorisation de l'art culinaire africain. C'est une école de formation que nous installons à travers ces clubs de cuisine de l'ONG. Il n'est pas normal qu'un enfant qui commence par les primaires, qui intègre une école de cuisine, quand il a eu l'entrée en 6e, qui va au lycée ou au collège, puisse s'arrêter là. Quand il quitte là, il intègre le groupe secondaire et ensuite le parcours continue jusqu'au cycle secondaire. Le Kotrosi bénéficie de l'appui de la direction de la vie scolaire qui entend à travers ses clubs de cuisine inculquer la culture entrepreneuriale aux élèves afin de mieux les orienter dans le monde professionnel. Cette activité permettra aux enfants de se forger un engagement professionnel dans un secteur porteur tel que la cuisine. Dans les semaines à venir, un concours mettra en confrontation les différents clubs de cuisine afin de détecter les meilleurs. La finale se tiendra le 9 janvier 2019 et elle mettra en compétition 13 établissements. 3 lauréats seront primés. Un mot de transport, une délégation du haut patronat des entreprises de transport sillonne le pays pour sensibiliser les acteurs aux dangers que représente la surcharge sur nos routes. Elle annonce également des réformes et la tenue prochaine des États généraux du transport. Ce lundi, la mission était à San Pedro. Sam Konon. Non à la surcharge, peut-on lire sur des t-shirts. Le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier en campagne d'information et de sensibilisation à travers le pays. Après les régions du Poro et du Beké, la délégation conduite par Diaby Ibrahim a eu une séance de travail avec les transporteurs, les commerçants et les représentants des associations de consommateurs à la salle Rotary de San Pedro. La réorganisation du secteur et la tenue très bientôt des États généraux du transport ont été évoqués au cours de cette rencontre. Aujourd'hui, il s'agit pour nous de nous approprier le règlement 14 de l'UEMOA, qui a été donc mis en place par nos pays afin de préserver le réseau routier et de faire en sorte que les camions qui circulent désormais sur nos routes puissent circuler avec des poids normalement chargés pour que, in fine, la vie du conducteur soit protégée, la vie du matériel roulant soit protégée et la vie du réseau routier soit protégée. Il y a des projets de réhabilitation du tronçon Soubré-San Pedro qui sont là. Et nous voulons ici saluer cette démarche gouvernementale qui vise aujourd'hui à réhabiliter nos routes et à reconstruire nos routes. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de tout faire pour que ces efforts gouvernementaux ne soient pas anéantis par les surcharges des camions que nous avons. Si l'État dit d'annuler les surcharges, on est entièrement d'accord, mais on voudrait aussi que l'État mène un bon goudron entre Abidjan et San Pedro, pour que les gros camions et les cars roulent normal. Par rapport au règlement 14, vraiment ça nous fait plaisir. D'abord des morts d'hommes et puis des véhicules comme ce que le DG vient d'expliquer. Un véhicule qui est chargé au moins qui doit prendre 40 tonnes, s'il prend 60 tonnes, 70 tonnes, il peut faire sortir de route. En sortant sur la route, il croise un minibus. C'est un dégât grave. Donc vraiment, on remercie beaucoup le Haut Conseil, le gouvernement pour pouvoir prendre pas assis pour un sous-nom qui va essayer de mettre fin à ça. La délégation est allée visiter la nouvelle station de paysages de San Pedro qui va être inaugurée par le Premier ministre dans les tout prochains jours. Parlons santé, la lutte contre le paludisme, l'une des premières causes de mortalité au monde stagne. L'OMS, Organisation mondiale de la santé, peine à réduire l'incidence et la mortalité associées à cette pathologie. Suivez ce reportage. L'OMS avance qu'en 2017, 219 millions de cas de paludisme ont été enregistrés dans le monde, soit 2 millions de plus qu'en 2015. L'Afrique est le continent le plus touché avec 200 millions de cas et les 10 pays du continent les plus durement atteints par la maladie auraient enregistré 3,5 millions de cas supplémentaires par rapport à 2016. Une situation qui pourrait changer avec une plus grande implication des pays participant à la charge mondiale du paludisme. 11 pays contribuent à 70% du fardeau mondial du paludisme. Donc, si nous n'avons pas un plus grand impact dans ces 11 pays, nous ne serons en mesure de répondre aux appels mondiaux. Alors, faire des progrès dans ces pays nous aidera à faire des progrès au niveau mondial. L'Organisation mondiale de la santé a approuvé certains objectifs à atteindre d'ici à 2020. Et nous constatons que certains de ces pays importants ne sont pas sur la bonne voie pour ce qui est des progrès à réaliser dans la lutte contre le paludisme. Parmi ces pays figure le Nigeria qui représente 25% du paludisme dans le monde, suivi de la République démocratique du Congo et du Mozambique.
L'Organisation mondiale de la santé a approuvé certains objectifs à atteindre d'ici à 2020 et nous constatons que certains de ces pays importants ne sont pas sur la bonne voie pour ce qui est des progrès à réaliser dans la lutte contre le paludisme. Si le financement de la lutte contre le paludisme est relativement stable depuis 2010, les investissements consentis en 2017 sont loin d'atteindre le niveau requis. Du côté de la recherche, ils ont atteint 588 millions de dollars en 2016, soit 85% des besoins annuels estimés. Le paludisme est transmis par des moustiques infectés. Il est responsable de plus de 435 000 décès par an, majoritairement en Afrique. Un enfant de moins de 5 ans meurt toutes les 2 minutes de cette maladie, pourtant évitable et guérissable. La résistance aux médicaments antipaludiques et celle du moustique aux insecticides menacent les progrès selon l'Organisation mondiale de la santé. À présent, cette information, le musicien nigérien Malam Mama Barka est décédé ce matin. Il était très populaire au Niger et très connu également au Nigeria voisin pour sa maîtrise du biram, un instrument très particulier aussi par ses chansons engagées. Près d'un mois après le début de son hospitalisation au King Faisal Hospital de Riyad, Ali Bongo Ondimba va finalement quitter l'Arabie Saoudite pour Londres. Le transfert du président gabonais est prévu dans les prochains jours, voire les prochaines heures. Dans la capitale britannique, Ali Bongo Ondimba doit être admis dans un établissement médical spécialisé. Il y a tout juste un an, le 21 novembre 2017, le président Robert Mugabe rendait sa démission après environ 4 décennies de pouvoir sans partage. Peu avant, il avait limogé son vice-président Emerson Mnangagwa pour mettre sa femme Grace Mugabe à son poste. En colère, l'armée s'était aussitôt emparée du pouvoir pour y réinstaurer Mnangagwa. Depuis, presque rien n'a changé au Zimbabwe, c'est ce que nous dit Ami Koulibaly. Un an après la chute de Robert Mugabe, les Zimbabwéens déchantent. Les prix à la consommation n'ont jamais augmenté aussi rapidement depuis l'inflation galopante d'il y a une décennie. Selon les chiffres officiels, l'inflation sur l'année écoulée s'établit à plus de 20%. Mais les Zimbabwéens estiment que l'augmentation des prix est bien plus importante. L'argent liquide reste une denrée rare. La population zimbabwéenne est toujours contrainte de faire la queue pendant des heures devant les banques. Les Zimbabwéens ont aussi renoué avec des étals vides dans les supermarchés et les pharmacies. Des produits de base comme le pain, l'huile, le riz sont rationnés alors que le pays manque cruellement de devises étrangères pour importer des produits. Ce que nous réalisons, c'est que le retrait de Mugabe en tant qu'individu ne change pas le système. C'est le même ancien système. Je ne pense pas que le fait de dire « donnez-nous du temps » nous donnera des résultats. Nous souffrons plus que nous ne souffrions avec le président Mugabe. C'était beaucoup mieux. Maintenant, il n'y a pas de changement. Les prix augmentent tous les jours. On ne peut pas se permettre d'acheter un repas. Le parti de la ZANU-PF, au pouvoir depuis l'indépendance en 1980, a remporté aisément les élections législatives en juillet dernier, conservant les 2/3 des sièges à l'Assemblée nationale. Emerson Mnangagwa a promis un Zimbabwe libre après les années Mugabe, mais les opposants politiques, syndicalistes et militants continuent à faire face à un régime répressif. Le 1er août, les forces de sécurité ont ouvert le feu sur des manifestants qui dénonçaient des fraudes aux élections. 6 personnes ont été tuées dans la capitale Harare. Les membres du mouvement pour le changement démocratique sont régulièrement harcelés, même si le gouvernement nie toute implication. Le Zimbabwe doit rembourser ses arriérés avant de pouvoir espérer de nouveaux prêts indispensables à la reconstruction du pays. Et avec une dette totale de plus de 16 milliards de dollars, soit 8 000 milliards de francs CFA. Le gouvernement a prévu de rembourser d'ici à octobre 2019 l'essentiel de ces 2 milliards d'arriérés auprès de la Banque africaine de développement et de la Banque mondiale, soit 1 000 milliards de francs CFA. Mais le maintien de sanctions américaines contre des membres de la ZANU-PF soupçonnés de corruption pourrait bloquer l'obtention de nouveaux prêts. Fin de cette édition. Merci de votre attention. Bonne soirée. Au revoir.